comme je disais, le sujet de cette table ronde, c'est sur l'agriculture régénératrice et le passage à l'échelle. Alors, on a bien compris qu'il y avait un enjeu, effectivement, par rapport à la population croissante, de pouvoir nourrir tout le monde, mais néanmoins, il faut essayer de nourrir tout le monde en préservant à la fois la santé de l'environnement, des sols et la santé humaine. Et ça, voilà, c'est les enjeux autour desquels vont tourner nos débats. Donc je vous représente brièvement, et peut-être chacun d'entre vous pouvez dire quelques mots sur votre expérience et votre structure, mais brièvement, puisqu'on est déjà un peu en retard. Donc Perrine Bulgaroni, vous êtes consultante en agroécologie et en permaculture et également formatrice, et je pense que c'est intéressant quand même de préciser que vous avez été cofondatrice de la ferme du Bec et Loin, qui est un peu la pionnière de la permaculture en France. Cécile Cabanis, vous êtes directrice générale adjointe de Tikeo Capital. Vous nous direz peut-être un mot de ce que c'est Tikeo Capital quand vous prendrez la parole. Alexis Duval, cofondateur et président d'Intact. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais là aussi, je pense que ça mérite d'être précisé. Et enfin, Laure Verdeau, vous êtes directrice donc, de l'agence Bio. Donc, comme vous disiez, vous pouviez repartir tout de suite parce qu'il y a eu un panégyrique de l'agriculture biologique. Voilà. Alors, je vais commencer avec vous, Perrine Bulgaroni. D'ailleurs, Monsieur Levrel a mentionné détresse sociale, mal-être, solitude, déprise agricole avec 1000 km² de friches en plus chaque année, un passage de 72 à 50% des terres françaises dédiées à l'agriculture. À vos yeux, quels sont les principaux défis de l'agriculture française ? Alors suite à cette intervention, je vais rajouter mes défis à moi, parce qu'on en a déjà vu pas mal. Au-delà de l'accaparement des terres par des entreprises, on va dire, qui font de l'agro-industrie sur des surfaces de plus en plus grandes pour de l'export, on l'a vu, on pourrait être souverain en termes d'alimentation territoriale, notamment sur la production de blé. On ne l'est pas tout simplement parce qu'on exporte. Alors on nous fait valoir la ferme France, mais il y a déjà cet aspect-là. Si déjà on s'occupait de nourrir nos territoires en les rééquilibrant à la fois en termes de type de production agricole, en termes de logistique, comment est-ce qu'on organise le marché? Parce qu'aujourd'hui, commercialement, pour nous, agriculteurs, ça marche complètement sur la tête. On sait que ce qu'on produit localement peut faire des kilomètres avant d'être consommé ou transformé avant. Quand on est en circuit court, ça fonctionne. Dans un contexte où on dépend de la logistique, de la grande distribution, des intermédiaires, les agriculteurs se meurent, il faut le dire comme ça, et c'est la réalité. Donc ça, c'est un premier constat. Et puis, on a plein de challenges à relever. On a le dérèglement climatique qu'on se prend dans la figure depuis... 10 ans. Ça fait 10 ans que sur le terrain, on voit que c'est plus du tout comme avant. On sait qu'il n'y a plus de saison, ou en tout cas, on ne sait pas quand elle commence, on ne sait pas quand elle finisse, on ne sait pas quand on va se prendre une tempête, des inondations, c'est d'actualité, un orage de grêle au mois de mai qui va vous étêter toutes vos tomates, et un maraîcher qui ne fait pas de tomates, il ne fait pas de saison, c'est très simple. Et en plus de ça, comme tout le monde, il y a eu un avant, un après Covid, avec une augmentation du coût des matières premières, augmentation du coût de l'énergie avec la crise russo-ukrainienne. Alors vous me direz, tout le monde est logé à la même enseigne. Sauf que nous, en agriculture, on est toujours sur le fil du rasoir. On est dans une activité, j'allais dire presque passion. C'est presque un service public, pour moi, l'agriculture. Et on n'est pas dans des marges folles. Donc dès qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, ça nous met grandement en difficulté. Et énième challenge, on est dans une catégorie de population vieillissante. On a quasiment la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 2030, je dis bien 2030, dans 7 ans, 48% qui partent. Et on n'arrive pas à les remplacer. En tout cas, on les remplace à peine à moitié, et encore moins sur des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. C'est difficile de s'installer en agriculture quand on n'est pas issu du milieu agricole. Et pourtant, beaucoup de jeunes ont envie d'y aller. Et vous nous donnerez tout à l'heure quelques pistes pour essayer de remédier à ça. Exactement. Cécile Cabanis, alors là je passe à une échelle un peu plus mondiale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les grands défis auxquels est confrontée l'agriculture justement ? Avec plaisir. Alors peut-être je rajouterais juste qu'avant Tikeo Capital, j'ai fait 17 ans chez Danone. Et je suis une ingénieure agronome de cette belle école. Donc je ne me suis pas perdue en rentrant chez Tikeo Capital.
En fait, le métier d'un gestionnaire d'actifs, c'est de collecter de l'argent, de collecter de l'argent mondialement d'institutionnels, de privés, et de le mettre au travail, au service de l'économie réelle. Et donc, quand on fait ça, on a aussi probablement le devoir, mais aussi l'opportunité de le mettre au travail derrière les grandes transitions en créant des solutions qui vont permettre les grandes transitions comme la décarbonation, les transformations de l'agriculture, la cybersécurité, etc. Sur le challenge de l'agriculture, vous avez donné déjà beaucoup de chiffres en introduction. Moi, j'en donnerai 2, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dépend à 95% de l'agriculture et du sol pour se nourrir, et qu'on a 40% des sols qui sont maintenant extrêmement fatigués et qu'on doit augmenter la production de 70% en 2050. Donc on est juste en train de croiser les skis. Et on sait que notre système est à bout de souffle, on sait pourquoi il a été créé. Il a été créé pour réduire au maximum la faim dans le monde. Il a fait une partie du chemin. Vous avez rappelé qu'il y a encore beaucoup de personnes qui en souffrent. C'est arrivé avec des maladies additionnelles, donc il faut changer le système. Le sujet, c'est que faire du neuf avec de l'ancien, ça ne marche pas. Donc il faut arriver à rassembler. Aujourd'hui, le gros challenge de l'agriculture, c'est qu'effectivement, il y a 3 choses qui sont interdépendantes. Il y a la sécurité alimentaire, la santé des personnes, la santé des sols. Et tout ça, ça doit bouger en même temps. Donc il faut vraiment arriver à rassembler le politique, les privés, et à mettre tout le monde dans le même sens, de façon coordonnée, pour arriver à régler ce challenge, parce que c'est une course contre la montre, là, maintenant. C'est pas une course les uns contre les autres. Oui, vous développerez tout à l'heure, effectivement, ce que vous proposez en la matière. Donc, Laure Verdeau, malgré tout, vous êtes resté, hein, malgré la présentation de Monsieur Levrel, donc, qui a rappelé, effectivement, beaucoup des atouts de l'agriculture biologique. Est-ce que vous pensez qu'elle est à même de faire face aux enjeux qu'on vient d'évoquer? Et bon, Monsieur Levrel l'a d'ailleurs rappelé, en ce moment, en France, en tout cas, elle traverse un peu un passage difficile. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi et comment on pourrait y remédier finalement? Très volontiers. Alors, tout n'a pas été fait en matière de bio pour soutenir la demande. Donc, on a nationalement un objectif de 18% de surface en bio. Sauf qu'en fait, ça ne se décrète pas de faire du bio dans les champs si dans les villes, personne ne le mange. On est d'accord? Sinon, on débarque sur du gaspillage. Et vu qu'on gaspille déjà 30% de ce qu'on produit, c'est quand même dommage. Donc, le bio, pour la première fois, depuis 2 ans, alors qu'il avait trop de demandes et pas assez de produits à vendre, a vu une inversion des courbes, et les entrepreneurs du bio qui, il y a 3 ans, voyaient une croissance du bio et qui se sont venus se convertir, ben, ils arrivent 3 ans plus tard, parce qu'il faut 3 ans pour se convertir, et il n'y a plus de marché. Et le problème, c'est que ceux qui veulent passer en bio, en ce moment, on a des agriculteurs qui se présentent dans les chambres d'agriculture. Environ 40% des candidats à l'installation disent « Bonjour, moi j'aimerais bien m'installer, mais en bio ». Et on leur dit « Non, mais il n'y a pas de marché ». Enfin, depuis quand un marché, ça ne se crée pas ? Comment est-ce qu'on attend que le marché arrive? Donc le marché du bio, en fait, il est dans la même situation que la voiture électrique. C'est-à-dire que la voiture électrique, personne ne s'est roulé par terre pour dire oh, « je veux une voiture électrique ». En revanche, on a tout fait pour que nous basculions vers la voiture électrique. Quand vous dites « on », c'est qui, en fait? Les pouvoirs publics. On a structuré toute la publicité, le marketing, tout, quoi. Bah, on a donné envie. Effectivement, tout le monde admire Tesla, etc. Et puis surtout, on a versé 7 000 € par foyer pour qu'il s'équipe d'un véhicule électrique. Donc il faudrait payer en fait le consommateur final. Il y a plein de solutions. Je n'en ai pas une en particulier, c'est plurifactoriel. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a une offre qui veut se développer, mais une demande qui patine. Et en matière de bio, on consacre 6% de nos achats alimentaires au bio en France. Ça nous met au niveau des États-Unis. Ce qui est quand même embêtant dans la patrie du bien manger, d'avoir les mêmes scores en bio que la patrie du fast-food. Si on regarde, nous, nos voisins danois, allemands, autrichiens, suédois, même les Suisses, ils mangent entre 10 et 12% de bio. Si on faisait ça demain, nous les Français, on aurait un marché de bio à 30 milliards, on n'aurait plus de problème. Et on remplirait notre objectif quasi patriotique d'avoir 18% de surface en bio. Donc pour l'instant,
le bio, certes, traverse une crise. Tout le monde me dit oui, mais est-ce que c'est trop cher? Non, c'est pas exactement ça. Le problème du bio, c'est un petit peu la conjoncture, mais c'est beaucoup structurel. C'est parce que les gens ne savent plus ce qu'est le bio. Donc, en matière de bio, c'est une crise que j'espère transitoire. Oui, alors quand on dit c'est trop cher, quand on a préparé cette table ronde ensemble, vous m'avez rappelé que c'est plus cher, nettement plus cher en GMS, enfin en grande surface, que l'alimentation conventionnelle. Mais la grande surface, en fait, ça n'est que 50% des circuits de distribution du bio, en fait. De la consommation à domicile. Voilà. Donc on ne peut pas forcément dire que systématiquement, c'est plus cher le bio. Il n'y a pas un prix du bio, il y a des prix du bio. Ça dépend des circuits et c'est très diversifié, les ventes en bio. Et puis surtout, on n'a toujours pas d'observatoire économique du bio. Donc nous, agence bio, on n'a pas ça encore dans nos missions. Donc c'est vrai qu'on pilote un peu à l'aveugle. Merci Laure Verdeau. Alors Alexis Duval, vous, il faut que vous expliquiez votre activité parce que vous êtes relativement jeune, donc je ne pense pas que vous soyez encore très très connu et que non, la société et que vous nous expliquiez en quoi votre activité est liée à l'évolution des pratiques alimentaires et plus largement des attentes des consommateurs, ce qui fait un peu le lien d'ailleurs avec ce que tu viens de dire Laure Verdeau. Alors Intact. Quid. Donc bonjour à tous. Effectivement, Intact est une société récente que j'ai créée en 2022 avec 2 autres personnes. Ce que l'on fait finalement a été introduit tout à l'heure. Il vous a été expliqué que quand on fait de l'agriculture durable, sous différentes formes, on doit avoir une approche agronomique différente. Je crois que le terme utilisé ce matin, c'était l'ingénierie écologique. Et les légumineuses sont des plantes qui sont incontournables, qu'on soit en agriculture biologique, qu'on fasse de l'agriculture régénérative. Ce sont des engrais naturels qui viennent régénérer les sols. Ce que nous faisons, nous, qui sommes une société technologique et industrielle, c'est qu'on a développé des technologies qui permettent d'utiliser ces plantes, qui sont incontournables, pour en faire des nouvelles générations d'ingrédients pour l'industrie alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, et qui sont des technologies cohérente avec le travail qui est fait en amont, c'est-à-dire bas carbone, économe en eau. Et donc, derrière, on commercialise des protéines végétales, on commercialise des alcools pour les cosmétiques qui sont les premiers alcools bas carbone. Donc, voilà ce qu'on fait. Effectivement, c'est également ce qui a été dit tout à l'heure. En matière d'agriculture durable, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Donc, il faut repartir sur des bases nouvelles si on veut avoir des solutions qui sont adaptées aux enjeux agronomiques qui sont très différents et si on veut avoir des solutions qui sont adaptées aux enjeux technologiques des produits que l'on souhaite développer. Donc voilà un petit peu notre activité. Mais alors, vous êtes dans une activité B2B, vous vendez à des fabricants donc, de compléments alimentaires, de cosmétiques, etc. Eux-mêmes, qu'est-ce qui les motive à acheter vos produits qui sont donc plus responsables, plus durables sur un plan environnemental? C'est leurs clients qui le leur demandent? Et par rapport, je rebondis à ce qui a été dit sur le bio. En tout cas, moi, j'ai une perception qui reste très positive sur la demande, l'attente des consommateurs pour des produits bio. Les crises de sous-production, de surproduction, c'est inhérent à l'activité agricole. Donc, ce sont des crises qui sont à chaque fois terribles parce que ça engendre des difficultés et des adaptations. Mais il y a une demande latente extrêmement forte pour des produits. Alors, les 2 grandes tendances, ce sont les tendances de nutrition et de santé. Et les produits bio ont acquis une vraie visibilité d'un point de vue des consommateurs de ce point de vue-là. Et donc nos produits ont le mérite d'être issus de procédés technologiques qui sont eux-mêmes totalement exempts de solvants, de produits chimiques, d'auxiliaires de production, donc des solutions technologiques qui finalement permettent d'aller dans la continuité de production bio. On est également sur des technologies où il n'y a pas de transformation, donc on reste sur des produits, pour ceux qui connaissent les classifications NOVA, NOVA 1, aliments non transformés ou peu transformés. Et donc ça permet d'emmener ce qui est fait au niveau de la filière amont jusqu'au niveau de l'ingrédient. Et la deuxième grande thématique qui répond à des enjeux un petit peu différents sont les thématiques environnementales, que ce soit la décarbonation, l'eau, la biodiversité.
Et là, effectivement, on va être sur d'autres enjeux, même si c'est cohérent, qui vont être des enjeux de réduction de travail des sols, par exemple, dont on sait, il y a des études aujourd'hui, notamment canadiennes, qui montrent les bénéfices dans le temps. Et nos procédés eux-mêmes sont très économes en eau et en énergie. Donc on va répondre à ces deux grandes tendances. Très bien. Perrine Bulgheroni, alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez cofondé la ferme du Bec et Loin, donc vous connaissez bien la permaculture. Est-ce que pour vous, c'est indissociable d'une agriculture durable ou au contraire, est-ce qu'il y a des pans de la permaculture qui la fragilisent ? Comment est-ce que, parce que là on parle de bio, de permaculture, on va parler d'agriculture régénératrice. Oui, tout ça peut être un peu confus. De s'y retrouver. Ouais. Ça peut être un peu confus, notamment pour le consommateur. Alors la permaculture, que les choses soient claires, je vais la définir négativement pour que ce soit très simple. Ça n'est pas une super technique agricole, ni même une méthode de jardinage. Souvent on entend des gens dire je fais de la permaculture, ça veut dire qu'ils ont caché une petite butte là dans leur jardin. C'est pas du tout ça. La permaculture, c'est une boîte à outils qui vous permet de concevoir un système, en l'occurrence un système ferme, un système de production alimentaire, qui va en quelque sorte s'inspirer des écosystèmes à l'état naturel, non modifiés par l'homme. Si vous voulez, c'est du biomimétisme. Mais ça n'est qu'un outil de conception. C'est de l'ingénierie, la permaculture. À aucun moment, la permaculture, elle ne vous dit il faut être bio, il faut être en agroécologie, il faut faire du régénératif. Mais la logique étant que comme on imite les écosystèmes à l'état naturel, bien évidemment, on ne va jamais aller labourer. Dans une forêt ou dans une friche, vous n'avez jamais vu un pet de sol à nu, ça n'existe pas. On va réimplanter des arbres, on va mettre des mares, on va inviter la biodiversité, on va créer des talus. Un peu ce que nos ancêtres ont fait avant le remembrement. Le bon sens paysan, il revient au galop avec cette intelligence de la permaculture. Et dans ce cadre permacole, dans ce cadre écosystémique, biomimétique, eh bien, on va aller implémenter des techniques. Et dans ces techniques, on peut avoir des techniques agroécologiques comme l'agroforesterie, comme le non-labour, des choses comme ça. Et à partir du moment où vous avez compris que dans une logique d'imitation d'un écosystème, on ne touche plus au sol, on préserve la ressource en eau, on fait revenir la biodiversité, c'est impossible de ne pas être bio. Et c'est encore plus impossible d'utiliser du glyphosate. Imaginez, on passe notre temps, des heures, à travailler un sol, à faire revenir les bonnes bactéries du sol pour faire en sorte que le tout soit hyper productif. Et on va aller balancer en fin de course un produit qui va annihiler tous les efforts qu'on a fait précédemment. Donc c'est ça la permaculture, c'est retrouver cette intelligence de la nature, la ramener dans nos espaces de production agricole, non seulement pour décupler la production, parce que ça marche, ça produit très bien, et ramener la biodiversité, économiser l'eau, essayer de faire en sorte de limiter toutes ces catastrophes météorologiques qu'on voit arriver, contre lesquelles on ne peut pas grand-chose avec limiter les impacts, en tout cas. Mais on en limite les impacts exactement en implantant plus d'arbres, que ce soit pour les sécheresses ou pour les inondations. Et on peut, que ce soit à petite ou à grande échelle, concevoir tous nos espaces de production agricole selon la logique complètement écosystémique et très intelligente de la permaculture. Les techniques qu'on choisit à l'intérieur, c'est autre chose, mais encore une fois, dès lors qu'on va dans le sens du vivant, c'est impossible de se tirer une balle dans le pied et d'aller appliquer des produits. En tout cas, ce n'est pas une méthode en particulier, la permaculture, mais il y a des formations qui se développent aujourd'hui pour apprendre à cultiver en suivant ces principes. Et beaucoup de porteurs de projets qui sont des personnes non issues du milieu agricole, donc qui ne connaissent pas encore les techniques, disent non seulement qu'elles veulent être en bio, mais aussi utiliser les principes de la permaculture et les appliquer à leur lieu de production. Alors, Cécile Cabanis, on en vient au sujet qui apparaît en tant que tel dans le titre de cette table ronde, à savoir l'agriculture régénératrice. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste exactement, en quoi ça se différencie éventuellement du bio, de la permaculture ? L'agriculture régénératrice, c'est un set de pratiques qui vont permettre, alors il y en a beaucoup qui se recoupent les uns avec les autres, parce que c'est effectivement couvrir les sols, sélectionner les espèces, assurer la rotation des cultures, éviter de mettre des intrants chimiques. Donc il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Là, il y a une différence majeure avec le bio, c'est que le bio, c'est un label. Et donc il y a un cahier des charges, on remplit le cahier des charges, on a le label.
L'agriculture régénératrice, et c'est pour ça qu'elle a été choisie en termes d'engagement massif de la plupart des sociétés de biens de consommation, hein, que ce soit Danone, Nestlé, Pepsi, McCann, etc., c'est que ça permet le changement systémique. On part du sol. On part du sol et on s'assure que la façon dont on travaille le sol, ce qu'on met dedans, la façon dont on l'opère, permet effectivement de faire un retour à la nature et à bien maintenir la matière organique, la fertilité. Parce qu'il y a les intrants, mais il y a aussi, quand vous travaillez trop le sol, en fait, la couche fertile, elle est très fine. Et donc, elle s'en va. Et donc, après, vous perdez beaucoup de choses. Donc, c'est important de s'assurer que la consommation d'eau, le travail du sol est fait différemment. Il y a pas mal d'équipements d'ailleurs qui se mettent en place pour changer la façon dont on fait les labours, etc. Donc sur l'agriculture régénératrice, qu'on ait envie de dire le mot il n'est pas bien, il est bien, quand on regarde c'est du bon sens avec des pratiques qui font qu'on ne travaille plus la terre de la même façon, qu'on redonne au sol de la santé, donc de la résilience aussi aux événements climatiques. Et au-delà de ça, si vous regardez les Nations Unies, elles ont dit que quand vous investissez $1 dans le sol, finalement vous vous retrouvez avec un rendement de 8 à 30. Parce qu'en fait, vous faites la même chose avec moins et moins de volatilité. Donc l'agriculteur, à la fin, il a plus de rendement. Donc en fait, c'est très important de regarder ça et de le regarder comme un changement systémique et où ça part de la santé du sol. Et donc où ça montre l'alignement en fait entre agriculture, on va dire durable, et performance économique. En fait, c'est ce que vous dites. Si les rendements sont disons qu'à la fin, vous devez être profitable et durable. Si vous n'êtes pas durable, le système s'arrête. Et si vous n'êtes pas profitable, vous ne pouvez plus investir. Vous êtes en faillite et il ne se passe plus rien. Donc effectivement, il faut trouver un alignement pour trouver le bon modèle d'agriculture durable. Alors, Laure Verdeau, je suppose que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et vous allez même jusqu'à penser que l'agriculture régénératrice, en fait, ça porte préjudice à l'agriculture Ah non, pas du tout. bio. Non. Alors, je pense qu'on sera tous, on aura tous été enrichis par cette table ronde si on repart tous en tant que citoyens informés et donc consommateurs avisés. Ça veut dire qu'on va tous refaire nos courses ou aller au restaurant, et si on choisit des produits, il faut qu'on le choisisse en connaissance de cause. Moi, en tant que citoyenne, j'ai besoin que quand je mets un petit surcoût sur un produit alimentaire, je sois sûre qu'il y a un vrai retour sur investissement. J'ai besoin d'être sûre que ça va améliorer les nappes phréatiques, augmenter la biodiversité, etc. En l'occurrence, j'ai besoin d'un contrôle d'État. J'ai besoin, c'est un peu comme une banque centrale, j'ai besoin d'avoir une garantie d'un label public, d'un label où je sais qu'il y a un bénéfice et que c'est contrôlé. Très important le contrôle. Là, en l'occurrence, je suis un peu frustrée en tant que consommatrice si le label ou l'allégation marketing ne me permet pas d'être sûre que chaque euro que je mets dedans a un vrai bénéfice. Donc, on sera tous beaucoup plus informés et beaucoup plus performants dans nos choix, les fameux consommateurs. On pourra voter avec notre porte-monnaie si on sait bien si l'agriculture, le produit d'agriculture régénératrice qu'on tient dans notre main, il a ou pas utilisé du glyphosate, typiquement. Donc, moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait de l'agriculture régénératrice. D'ailleurs, c'est un concept bio à l'origine, parce que, par définition, comme le sol, c'est le premier capital d'un bio, il faudrait qu'il soit maso pour l'abîmer. Mais en l'occurrence, il faut vraiment que quand on fasse nos courses, nous consommateurs, on sache si ça a régénéré avec ou sans glyphosate. Parce qu'actuellement, notre premier problème, c'est qu'on a effectivement besoin de décarboner notre agriculture, mais on ne fera rien dans un futur décarboné si on n'a pas d'abeilles et qu'on n'a pas d'eau propre. Or, le premier problème, la première cause de fermeture des captages d'eau, ce sont des produits qui sont interdits en bio. Donc, il y a juste besoin d'une information citoyenne pour pouvoir faire des choix éclairés en connaissance de cause. Bien. Alexis Duval, vous avez décrit les produits que vous fabriquez. Est-ce que vous travaillez plutôt à partir de produits bio? Est-ce que c'est cet aspect de la nature du produit agricole que vous utilisez à la base qui est vraiment le plus important dans, on dirait, la performance environnementale des produits semi-finis que vous commercialisez, ou bien est-ce que c'est surtout au niveau des process industriels que vous avez évoqués? Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous avez besoin de produits bio ou ça ne change pas vraiment votre activité?
Je voudrais d'abord revenir, et ça a été dit en introduction, sur le fait qu'il y a quand même, au-delà de ce qui peut séparer, il y a quand même en amont des mécanismes communs à tout ça. Hein. On essaie systématiquement d'utiliser des cycles, pour nous par exemple le cycle de l'azote, etc., qui sont des cycles naturels, plutôt que, et de travailler avec le plus possible, plutôt que de travailler avec des alternatives industrielles. Donc il y a quand même derrière, au niveau agronomique, un certain nombre d'outils et de ressorts qui sont des ressorts communs. Une fois qu'on a dit ça, l'agriculture régénératrice répond à un enjeu qu'on peut dater, si vous voulez, de l'initiative 4 pour 1000, qui avait été prise par la France lors de la conférence sur le climat de Paris. La COP 21, oui. Oui, exactement, qui consistait à dire quoi? Si on séquestre 4 pour 1000 de plus de carbone dans le sol, puisque les plantes, via la photosynthèse, peuvent jouer un rôle, ou ont un rôle à jouer, et si avec un peu moins de travail des sols, on relargue un peu moins de carbone aussi dans l'atmosphère, l'agriculture a un rôle positif, j'insiste sur le terme positif. Vous savez, ça en est où cette initiative? Ça se poursuit? Eh ben, ça continue, et c'est ça qui est un peu l'acte de naissance. Si vous allez aux États-Unis, où l'agriculture régénératrice s'est beaucoup développée, les gens vous disent l'acte fondateur, c'était la COP 21, Stéphane Le Foll, etc. Donc il y a une parenté aussi un petit peu française dans cette agriculture régénératrice. Cocorico. Oui, non, mais bien sûr, je le mentionne parce que la France a toujours été... alors à l'époque, on parlait plus d'agroécologie que d'agriculture régénératrice, les vocables évoluent. Voilà. Une fois qu'on a dit ça... si vous voulez, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne va pas être exactement sur les mêmes finalités derrière si on travaille davantage certaines problématiques ou d'autres problématiques. Comme ça a été dit, c'est avant tout un problème d'information et d'attente des consommateurs, puisque dans un certain nombre de cas, on va aller beaucoup plus loin sur la suppression de la chimie, ce qui n'est pas forcément... le cas dans d'autres approches. Et dans le cas du bio, il y a un label. Oui, il y a un label. On vient d'en parler. De l'autre côté, on va être beaucoup plus dans la mesure par rapport aux engagements de réduction des émissions, qui sont des engagements individuels que les entreprises ont pris. Et peut-être pour terminer, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que pour un groupe agroalimentaire aujourd'hui ou un groupe cosmétique, dans la plupart des cas, 75% de ces émissions proviennent du scope 3, donc de l'amont, et notamment de l'amont agricole. De l'amont ou de l'aval, en l'occurrence, pour ce qui est du scope 3. Mais en l'occurrence, souvent, en alimentaire, c'est quand même l'amont agricole qui représente la plupart des émissions. Nous ne décarbonerons pas l'alimentation sans embarquer l'agriculture. Et là, on retombe sur ce qui a été très bien dit en introduction, donc sans changer fondamentalement les pratiques agricoles, etc. Parfait. Alors, Cécile Cabanis, vous avez commencé à l'évoquer, mais effectivement, vous misez sur la mobilisation de tous les acteurs tout au long de la chaîne de valeur, y compris les plus gros donneurs d'ordre. Vous avez lancé un fonds, je crois, avec Unilever et AXA Climate. Je me permets de, du coup, évoquer aussi le fonds décarbonation dont vous avez parlé, vous l'avez lancé avec Total. Donc, on voit que vous misez sur les gros acteurs, pas forcément... les plus aujourd'hui responsables, on va dire. Mais bon, pourquoi est-ce que cette mobilisation tout au long de la chaîne de valeur vous semble indispensable aujourd'hui pour faire face aux défis qu'on a évoqués en introduction? Elle est indispensable pour mettre à l'échelle, parce qu'aujourd'hui, si vous interrogez beaucoup d'entreprises, et pour avoir été chez Danone pendant très longtemps, en fait... On a deux contraintes dans les entreprises pour aider à mobiliser la chaîne de valeur. Le premier, c'est l'obsession du court terme et des résultats court terme, qui ne fonctionnent pas avec l'horizon de temps dont on a besoin pour transformer l'agriculture. Et le deuxième, c'est le silo et le fait qu'on est compétitif. Donc à partir du moment où on s'adresse à un scope qui est commun à beaucoup d'entreprises, qui est l'agriculture, puisqu'ils sont fournisseurs de plusieurs entreprises. C'est très compliqué pour les entreprises, puisqu'elles ne le consolident pas, puisque c'est de l'indirect, et qu'elles le partagent, de se dire, je vais aller travailler ça et je vais investir là-dedans, et en même temps, je vais aider mes compétiteurs. Donc en fait, si on continue à travailler comme ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un cimetière de petits projets
qui certes fonctionnent, mais qu'on n'arrive pas à passer à l'échelle parce qu'il y a toujours un moment, je ne peux pas investir plus parce que j'ai d'autres contraintes, l'inflation, mes résultats de l'année, etc. Et on voit que comme chacun, en fait, avance dans son silo avec des petits projets, les choses ne sont pas coordonnées, on avance un peu en crabe. Donc en fait, nous, en étant des personnes qui collectent de l'épargne mondiale et la structure pour mettre au service des outils financiers, on s'est dit, on va faire un fonds d'agriculture régénératrice dans lequel on va aligner les intérêts en disant, nous, notre sujet, c'est la santé des sols et comment on fait grandir et on déploie les facilitateurs de ça, donc à la fois les sociétés d'intrants, donc là on a investi dans une société de pollinisation, tout ce qui est opération agricole, et puis tout ce qui va être, on l'a dit, ce qui ne se mesure pas ne se gère pas, donc tout ce qui va être donné, outils de mesure pour bien mesurer que toutes ces transformations, elles séquestrent du carbone dans le sol, elles rajoutent de la biodiversité et elles diminuent la consommation d'eau. Et en indirect, on va aussi mesurer la santé des personnes, que ce soit les agriculteurs et puis peut-être... Donc en fait, l'idée, c'était de se dire, il faut être avec des gens qui connaissent intimement la chaîne de valeur et qui sont des donneurs d'ordre. Donc quand on va amener un facilitateur, ils vont pouvoir l'implémenter et le faire ruisseler sur une énorme partie de la chaîne de valeur. On a mis aussi des coopératives agricoles et l'idée, c'est de se dire, plutôt que d'y aller chacun dans son coin avec ses petits projets, essayons de tout rassembler pour faire la transformation. Et comme on est sur un fonds privé, on prend le temps parce que c'est un autre énorme sujet. C'est la question que j'allais vous poser, celle de l'échéance temporelle. Et donc, temporelle. le fonds, il dure 12 ans et potentiellement 3 ans de plus pour qu'on ait vraiment le temps de déployer et de faire grandir. Et pour passer à l'échelle, vu l'urgence, et notamment l'urgence environnementale, mais pas que, il faut absolument rassembler et faire du pré-compétitif et du collectif et arrêter de se battre sur le nom de ci, le nom de ça, faut agir, quoi. Alexis Duval, je voulais vous reposer la question de la coopération des acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Est-ce que dans votre activité, c'est aussi quelque chose qui est fondamental ? Est-ce que vous avez besoin d'avoir en amont, en aval, des clients fournisseurs, du coup, alignés par rapport à votre activité ? Oui, c'est le point le plus central, si vous voulez, parce que ce sont des écosystèmes, comme toute industrie. L'écosystème conventionnel, industriel, c'est un écosystème qui est très performant pour faire ce qu'il a à faire, avec toutes les externalités négatives qu'on lui connaît, mais qui s'est constitué, il a fallu 40 ans ou 50 ans pour optimiser les différents maillons des différentes échelles. Le problème qu'on a aujourd'hui, dès lors qu'on parle d'agriculture durable, et je rejoins tout à fait ce qui est dit sur le passage à l'échelle, c'est-à-dire qu'il faut remettre en place des nouveaux écosystèmes. C'est pour ça que les transitions de l'existant vers des systèmes avec moins d'externalités négatives ne marchent pas, parce que c'est la théorie du maillon faible. À chaque fois, vous avez un rythme et un impact de vos solutions qui est aligné sur le plus petit dénominateur commun de l'écosystème. C'est pour ça qu'il faut repartir, comme le font les agriculteurs en agriculture biologique, c'est comme pour ça que nous on repart d'une feuille blanche aussi, sur un nouvel écosystème et puis le faire grandir. C'est pour ça que c'est indispensable. Donc quand on prend des projets comme les nôtres, on repart tout d'une page blanche. La production, la multiplication des semences, la structure logistique, la structure de transport, parce que tout ça, ça n'existe pas de la façon dont on doit le faire, ou c'est pas adapté aux enjeux des agriculteurs. Et puis, on travaille avec les clients aussi pour voir comment ça s'insère dans un certain nombre de problématiques qu'ils peuvent avoir, eux, de formulation, etc. Mais c'est la reconstitution de ces... Et c'est comme ça qu'on est performant. Là, on peut être tout à fait performant. Reconstituer un écosystème avec des acteurs alignés sur les objectifs, oui, en fait, c'est ça. Oui, bien sûr. Et l'alignement, la reconstitution de cet écosystème, c'est comme pour la voiture électrique ou pour ce que vous voulez. C'est toujours un petit peu pareil. Croire et la raison principale des échecs, quand il n'y a pas que des échecs, bien sûr, mais quand il y a des échecs, c'est souvent parce que les problèmes sont pris de façon trop cloisonnée, en ne prenant que l'échelon agricole ou que
que l'échelon des intrants en amont ou que l'échelon du processing. Et c'est souvent ça la première cause d'échec. Alors, la coopération, on reste sur le sujet avec vous, Perrine. Vous, c'est plutôt à l'échelle de chaque exploitation que vous misez sur cette coopération. Est-ce que vous pouvez nous décrire la ferme coopérative 2.0 que vous essayez de promouvoir, nous expliquer quels sont les grands principes? Mais oui, parce qu'au vu de tous ces constats assez malheureux qu'on a établis là, depuis le début de la conversation, moi je me suis dit depuis quelque temps, on n'a pas d'autre solution pour pérenniser une agriculture vivrière. Je parle bien de l'agriculture qui nourrit la population, pas celle qui va faire du biocarburant, pas celle qui va nourrir le bétail dans je ne sais quel autre pays. Il va falloir qu'on agisse. On agisse parce qu'on perd des agriculteurs et on a de moins en moins de production de ce point de vue. Donc l'idée, c'est de se dire, tous ces jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui commencent à taper à la porte, qui sont intéressés, qui viennent sans doute de vos milieux à vous, qui ont fait des études, qui ont eu un job, une bonne carrière avant, et qui ont envie d'un changement de vie, pour tout un tas de raisons, et qui viennent à l'agriculture, ces jeunes-là, il faut réussir à les intégrer, les accompagner. Or, depuis le Covid et la crise de la bio, on voit que ces petites exploitations qui sont nées juste avant le Covid ont de plus en plus de difficultés. Et mon idée, c'était de me dire, on n'a qu'à prendre une ferme type. Moi, dans le Grand Ouest, parce que je viens de Normandie, dans le Grand Ouest, la ferme type, c'est 120 hectares. Sur 120 hectares, aujourd'hui, on a un homme seul sur son tracteur. Et je dis bien un homme, parce que souvent, c'est un homme et non pas une femme. Seul sur son tracteur, et je ne vais pas dire qu'il se meurt, mais pas loin. Parce que le triste chiffre qu'on n'a pas cité tout à l'heure, c'est qu'on a encore en France aujourd'hui un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Je vous parle bien de la France, je ne vous parle pas des petits paysans indiens affamés par Monsanto. Hein. C'est un milieu dans lequel on souffre de solitude, on souffre d'endettement, et la vie est complexe en dépit du fait qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc, sur une ferme de 120 hectares, plutôt qu'un homme seul sur son tracteur, on va mettre 10 producteurs. Chacun responsable de son atelier. Le maraîcher sera responsable de son atelier, celui qui fait de la poule pondeuse, celui qui fait des fruits, celui qui fait de la viande, etc., etc. On aura un paysan boulanger aussi là-dessus. Et puis, on va se dispatcher les espaces de production, mais on va mutualiser le plus possible. Tous les coûts, rien de novateur là-dedans, tous les coûts vont être mutualisés. Beaucoup plus facile d'aller voir le comptable à 10 pour négocier les honoraires. Enfin, je ne vous fais pas la photo. L'abonnement Internet, s'il n'y en a qu'un, au lieu de 10, c'est moins cher, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, le constat est que le prix de l'alimentation, on ne va pas pouvoir l'augmenter ad vitam aeternam. Aujourd'hui, dans les budgets des familles, ça nous a été montré tout à l'heure, l'abonnement Netflix et le dernier iPhone, c'est quand même beaucoup plus important que le bon petit panier de légumes au quotidien. Donc, on sait que nous, agriculteurs, si on veut mieux vivre, on ne va pas avoir ce levier-là. Il faut donc, à maximum, réduire les coûts en mutualisant, en coopérant, et donc en organisant sur cette ferme coopérative au mieux les synergies agricoles. Les synergies agricoles, c'est quoi? C'est des trucs basiques qui sont partiellement déjà faits, mais souvent pas complètement par manque de temps. C'est le fumier de l'éleveur qui va aller nourrir les terres du maraîcher, qui sont des terres très gourmandes en azote par exemple. C'est les déchets du maraîcher, en tout cas les petites feuilles de salade pas jolies, vous savez, qui vont aller nourrir les poules de l'aviculteur, qui vont donc nous pondre de bons œufs, etc., 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 pour diminuer tant que faire se peut les coûts, parce qu'il y a guère comme ça qu'on peut installer des gens. Alors, petit appel, je cherche une ferme, 120 hectares dans le Grand Ouest si possible, à racheter. C'est très difficile parce que vous savez sans doute que l'accès au foncier agricole est complexe. Et puis, je cherche aussi des aides, des mécènes, des entreprises qui ont envie de s'engager pour ce type de projet, parce qu'on va créer une association pour étudier ce projet pilote, essayer de le modéliser, et puis d'essaimer ce modèle de ferme coopérative sur tout le territoire. Merci beaucoup, bravo pour cette présentation succincte. Il y a une chose aussi qui me semble que vous ne l'avez pas mentionnée, mais qui me semble intéressante, c'est la mutualisation, enfin c'est l'élaboration d'une espèce de banque du temps mutualisée pour que les agriculteurs puissent partir en vacances à tour de rôle, etc., ce qui est quand même un des sujets aujourd'hui des agriculteurs individuels. Voilà, l'un de mes slogans pour cette ferme, c'est de dire qu'on ne boude pas l'intelligence artificielle ni la technologie, mais si on peut s'en passer, c'est mieux. Alors, à propos de temps, il nous en reste très peu, et donc je vais proposer éventuellement une question dans la salle, si quelqu'un est prêt à se jeter à l'eau. 2 personnes là. Alors, des questions courtes, s'il vous plaît, et des réponses aussi. Bonjour, ce serait une question pour Madame Cabanis.
Pouvez-vous nous donner des exemples d'investissements que vous avez déjà réalisés? Donc là, on vient de faire un premier investissement dans une société qui s'appelle Biobest, qui est en Belgique, qui est le leader de tout ce qui est bio-intrants et pollinisation. Donc c'est un type de facilitateur, c'est-à-dire que nous, on a 4 verticales, les intrants, donc ce qu'on met dans le sol, tout ce qui est équipement, opération de la ferme, donc ça va de l'irrigation de précision à quel type d'équipement on utilise pour le labour, tout ce qui est ingrédients, et enfin tout ce qui est ce qu'on appelle facilitateurs et outils transverses, qui vont être plus de la data et de la technologie pour aider à mesurer, parce qu'évidemment il faudra mesurer. Mais donc le premier investissement, c'est une société qui fait à peu près 300 millions de chiffre d'affaires, qui est déjà très déployée en France mais aussi dans le monde, et qu'on va continuer à aider à se déployer et à rentrer via nos partenaires dans l'ensemble de la chaîne. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, j'espère qu'elle est simple. Ouais, plutôt rapide, plutôt pour vous, Laure. Pour avoir travaillé en grande distribution, je sais qu'on venait venir du bio de Chine. Et moi, ma question, c'est comment est-ce que, en France, si on veut développer le modèle bio et dans ce modèle régénératif, faire venir quelque chose de l'autre bout de la planète, c'est pas forcément terrible. Comment est-ce qu'il y a des plans qui vont être mis en place, ou est-ce qu'il y a peut-être des contrôles plus avancés? Comment on fait pour que, je sais que les Chinois sont très forts là-dedans, par exemple pour le miel aussi, ils sont très forts pour se conformer à la législation française, mais pourtant ça reste moins cher que nous parce que c'est très subventionné, mais ça vient de l'autre bout de la planète. Merci, je crois qu'on a compris la question. Excusez-moi. Il faut juste s'en tenir aux chiffres. Actuellement, le bio est bon en souveraineté alimentaire puisque 72% du bio consommé en France est made in France. Il y a éventuellement du bio espagnol, rarement du bio chinois, j'en avais pas entendu parler, mais pourquoi pas. Les graines de courge, je crois, ils sont très forts en graines de courge. Et si on enlève les produits tropicaux de notre balance alimentaire, on mange 80% de bio made in France. Donc, concentrons-nous sur les grandes masses. De toute façon, on a 15 pays avec lesquels on est d'accord et tous les produits bio sont contrôlés plus d'une fois par an, contrôle annuel obligatoire, plus le contrôle inopiné, le contrôle surprise. Donc on reste sur une garantie label d'État versus d'autres crypto-monnaies de label. Donc de ce côté-là, ce n'est pas la première inquiétude du bio. L'inquiétude du bio, c'est que la demande reparte, donc mangez bio. Merci Laure. Je crois que Bérune, vous vouliez conclure par un dernier appel. Voilà, juste une petite annonce, parce que j'ai lancé il y a quelques mois un mouvement qui s'appelle Adopte ta ferme, qui est né du constat qu'on a une véritable scission dans notre société entre le milieu rural et surtout le milieu agricole et le milieu civil, des grandes villes, on va dire. Et si vos entreprises ont envie de faire un jumelage avec une ferme, trouvez une ferme pas loin de chez vous, et essayer de créer ces ponts dont nous avons terriblement besoin dans notre société, parce qu'aujourd'hui on a des écosystèmes qui ne sont pas du tout en interaction, qui vivent les uns à côté des autres et qui ne se parlent pas. Et mon idée, c'était de se dire, pourquoi pas emmener le conseil d'administration de l'entreprise, par exemple, à la ferme, voir un peu comment ça marche. On peut aussi, bien sûr, organiser des ventes de paniers du paysan à la ferme, mais ça, c'est un peu plus banal. Vraiment, l'idée, c'est de créer des liens et d'être un véritable outil d'aménagement du territoire et de réconciliation sociétale. Très bien, merci. Bon, je vous propose, si vous voulez plus d'informations sur tous les projets qui viennent d'être abordés lors de cette table ronde, d'en discuter pendant le cocktail déjeunatoire. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos interventions.